Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout une inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Fabrice Lucchini, 63 ans, 60 films, une trentaine de pièces. Canonisé de son vivant pour ses interprétations magistrales des grands textes du répertoire, il a beaucoup parlé, mais se livrera-t-il enfin ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas, qui justifierait qu'un jour on va consulter un monsieur qui vous écoute? Ou est-ce que c'est qu'est-ce qui ne va pas à la seconde? Bonsoir Fabrice Lucchini. Oui. Merci d'être là, d'être allongé sur ce divan, inaugurer cette collection. C'est qu'est-ce qui ne va pas à la seconde? À la seconde? Ouais. Honnêtement, ça va plutôt bien. Ah ouais, vous êtes un privilégié donc en fait. Vous faites partie des gens qui vont bien. Oh non, c'est l'habitude de... Oh là, vous y allez direct, mais c'est pas mal. Comment dire? Privilégié. Vous ne m'attaquez pas, mais enfin, vous me le dites. Vous n'avez pas tort. À partir du moment où j'ai un travail, que je gagne bien ma vie et qu'en plus je peux mettre... que je peux vivre d'une passion qui est de dire des textes et de jouer dans des films, je suis un énorme privilégié. Un privilégié dont on n'imagine pas le privilège. C'est le privilège d'une liberté incroyable. C'est-à-dire que l'amour des textes, l'amour de la littérature, l'amour du répertoire français a donné une passion à mon existence. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que je vais bien? Je vous dis pas non plus que je m'éclate et que je suis dans un état d'éblouissement orgasmique. Non, je vais pas trop mal. On va essayer d'ailleurs de démêler comment vous en êtes arrivé là, comment vous êtes arrivé à ne pas aller trop mal. D'abord, on va dire bonsoir aux téléspectateurs de France 3. Bonsoir. Moi, je suis heureux de les retrouver dans une émission mythique qui... a marqué la télévision, qui m'a marqué, à laquelle vous avez déjà participé, l'émission d'Henri Chapier. Et puis les divans, ça vous connaît, on va y revenir. Mais vous êtes allongé depuis combien de temps? 38 ans? Oui, 39. Ah, 39 ans. Donc, comme dirait Woody Allen, mais ça va un peu mieux. Ouais, on va essayer de savoir ce que vous avez réglé, pas réglé, ce qui reste à régler. Il y a 1 milliard de pistes à explorer avec vous, c'est un peu la difficulté, Fabrice Lucchini. Surtout qu'à la télé, vous jouez et vous donnez rarement réellement de vous-même. Hein. On est d'accord? Je pense que la télévision, on va pas demander à la télévision d'être un espace de gravité. Non, mais de vérité, oui. Ce que j'ai compris au bout de 30 ou 40 ans de pratique télévisuelle, c'est que la télévision n'est pas un lieu, contrairement à ce que vous pensez en faisant cette émission, n'est pas un lieu où il s'explique des choses nuancées. C'est un lieu où on sent. Il n'y a pas à faire comprendre trop de choses. Fabrice, je vais essayer de vous démontrer le contraire. Oui, de façon assez prétentieuse. Mais j'ai vu que la coupe est moyenne, mais enfin bon. La coupe de cheveux? Non, mais ça va, allez-y. Elle n'est pas mal, la coupe de cheveux, franchement. Je précise que vous n'avez pas voulu vous faire maquiller pour cette émission. Je me suis dit, tiens, justement, il va être dans la vérité. Puisqu'il ne veut pas se faire maquiller, il ne veut pas se cacher derrière un truc qui ne serait pas lui. Moi, je me suis fait maquiller. Maintenant, j'ai 63 ans, j'assume mon visage, qu'on avait prévu... Enfin, je veux dire, oui, je ne me maquille pas parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bon, donc on va essayer quand même d'explorer quelques pistes avec vous. Avec plaisir. Elles sont nombreuses. Déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je vous ai invité, pourquoi j'ai voulu que vous soyez le premier invité. Si j'ai décidé, Fabrice, de vous inviter, c'est que... Bien, c'est que je me suis dit qu'après 38 ans de psychanalyse, les 3/4 de votre vie donc, vous n'étiez plus à 1 heure près. Pour inaugurer cette émission, j'avais besoin d'un spécialiste. Et à part un narcoleptique, je n'ai trouvé personne qui avait passé plus de temps allongé que vous. Ça, c'est la première raison. Une autre raison qui m'a poussé à vous inviter, c'est que vous concentrez à peu près toutes les névroses connues du corps médical. Mais en leur offrant votre vitalité, vous les sublimez.
anxieux mais pas anxiogène, misanthrope à tendance jubilatoire. Moi, mon fond de commerce a été plutôt de voir tout ce qui est petit et moyen et minable chez les êtres humains. Solitaire, fasciné par les autres, hystérique, submergé par le verbe, et souvent par le verbe des autres. Bref, vous êtes malade et on est content que vous n'arriviez pas à vous soigner. Autre raison qui nécessitait votre venue ici, c'est que vous êtes soluble, c'est-à-dire toujours vous-même et totalement adaptable aux autres, aussi à l'aise en alexandrin qu'en verlan. Si votre mage rat se rapporte à votre mage plus, vous êtes le Nix-Fée des Théos de ses lois. Dans le cinéma d'auteur ou face à Aldo Baccione, capable de convoquer Nietzsche et Jean-Pierre Pernaut dans la même phrase, vous êtes un être tout-terrain. Mais lequel êtes-vous vraiment, Fabrice ? Et puis la dernière raison, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, j'en reviens pas, moi. Rien ne partait pour que ça parte comme ça. J'étais dernier à l'école, j'étais coiffeur à 14 ans. Je suis né rue de la Goutte d'Or, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça va s'arrêter. Vous êtes un pudique extraverti. Résultat, pour éviter de parler de vous, vous parlez des autres. Et ce que j'aime beaucoup en vous, c'est que vous avez une humanité. Il y a une chose discrète et douce. On va essayer de parler de vous quand même, Fabrice Lucchini, ce soir. Vous récusez des choses là dans ce que vous venez de voir ? Je suis impressionné. Par qui ? Par ça, par le travail de votre équipe. Ça me renseigne. Je me dis, c'est étonnant. Oui, je suis impressionné. 39 ans d'analyse, c'est pas une blague. Vous en êtes à votre 39e année de psychanalyse. Oui, j'ai fait 5 ans de psychothérapie, 25 ans de divan. Et puis j'ai repris en psychothérapie moins allongée. Donc ça tourne autour de 39-40. On peut même dire 40, oui, on peut dire 40. Est-ce qu'en une phrase, vous pouvez nous expliquer ce que vous avez été chercher sur le divan ? On va jamais chercher quelque chose d'intellectuel sur un divan. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on va chez un monsieur ? C'est qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Moi, j'arrivais dans les années 70 et j'avais une angoisse qui s'est transformée vraiment en grande phobie extraordinairement handicapante, avec des phobies d'empoisonnement, de LSD qu'on me mettait dans le verre. Et ça a l'air de rien, mais c'est que je finissais par plus aller dans... Je me disais, et cette bouteille d'eau de Vittel, peut-être que... Et puis, c'est jamais pour ce... C'est jamais par... vous voyez, j'ai même des difficultés à parler, parce que c'est quand même là, je pensais pas que vous alliez pas m'attaquer, mais taper sur l'intime. Donc, les raisons qui m'ont fait aller en psychanalyse, c'est un mélange pas de pathologie, mais enfin de mélange de difficultés. En plus, j'étais... Une phrase magnifique, j'étais embarrassé par la volonté de conquête, et ça ne m'aidait pas à voir l'importance qu'a l'autre en général. Alors là pour le coup, je dirais que la psychanalyse a une immense vertu, c'est que l'autre a de plus en plus de place. Et là, c'est une forme de petit miracle. Pas un miracle exaltant. Mais on va parler de ce miracle-là, l'autre, justement, parce que pour comprendre un homme, il faut comprendre son rapport à l'autre, et peut-être d'ailleurs au couple. Ça vous branche qu'on commence comme ça ? L'autre, c'est souvent le couple. C'est celui avec qui on partage sa vie. Je ne pensais pas à celui-là. Oui, mais moi, je pensais à celui-là. Et vous faites une analyse directionnelle. Oui. On analyse sérieusement. Vous m'auriez laissé associer sur l'autre qui n'était pas le couple. Mais on est à la télévision, donc on fait un truc sympa. Donc allez-y, Marco. Vous avez remarqué mes qualités d'adaptation. Il y a quand même eu un petit progrès en 40 ans. Et c'est tant mieux. Ça vous a coûté cher, d'ailleurs, ces 40 ans ? C'est le même financièrement ? Ouais. Vous êtes très matérialiste. Ouais. Non, ça coûte de l'argent, bien sûr. Il faut, d'ailleurs. C'est le même analyse depuis 40 ans ? Non, j'en ai fait 2. Vous aviez épuisé le premier ? Non, le premier est mort. Mais pas à cause de moi. On parlait de l'autre, puisque je suis dans l'analyse, comment vous dites, directionnelle. Oui, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise de l'associatif. Un peu quand même, mais pas complètement non plus, quoi. Très bien. Ça vous va? Allez-y, Marco. Je suis à votre... Mais parce que vous allez voir, c'est pas juste pour être dans votre intimité que ça m'intéresse, ce rapport à l'autre et au couple. C'est que vous disiez tellement de choses incroyables sur le couple, et manifestement vous en êtes revenu, que je pense que ça dit quelque chose de vous-même. Regardez ce que vous disiez chez Mireille Dumas, ici même sur France 3 en 2007, du couple. C'était il y a donc 7 ans. Moi, ça m'a scotché.
Ce qui est horrible dans le couple, c'est que plus personne n'est sexualisé. On va chez qui? On va chez les intels. Tu sais qu'il se passera rien. Hein? Il se passera rien. On va en couple, on bouffe. Qu'est-ce que t'as vu dernièrement? Alors là, moi, je meurs, là. Hein. Qu'est-ce que t'as vu au cinéma? Là, je déteste. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. En gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors, ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc, c'est 1 + 1 qui fait un 3. C'est le 3, c'est eux deux. Et quand ils disent cette phrase terrifiante, oh ben nous on a décidé de plus aller au Maroc, hein. Vous savez les femmes elles font des choses comme ça. Pas vrai? Léon? Alors Léon il est dans les bidons, il est en train de... Il bricole le mari souvent. Hein. Il dit quoi? Ah t'as pas aimé le Maroc? Non j'ai pas aimé. Bon évidemment c'est une idée un peu minable. Il y a le couple sublime, mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant. Il y a le couple normal. Comment tu vas chérie? T'as fait les courses, je redescends, ça peut être magnifique. Je ne juge aucun couple. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Vous n'avez rien vécu? J'ai jamais vécu le couple. Jamais. Personne m'a dit va chercher le pain. Jamais, à part ma mère, personne m'a dit va chercher le pain. Je suis un tout petit peu sidéré. Je comprends le chauffeur de taxi qui m'a emmené hier et qui m'a dit « Oh, je vous ai pas reconnu avec votre casquette. » Alors je lui dis « Oh, bah je vous aime mieux là qu'à la télé. » Il a pas tort. Quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de survoltage? Ne fuyez pas tout de suite, oui. Fabrice. Vous voulez quoi comme question? D'abord, d'où vous venez cette image du couple, un couple qui a été impossible pour vous pendant des années? Oui, j'aimais beaucoup la phrase d'Oscar Wilde, c'est la seule phrase que je dirais, être un couple, c'est ne faire qu'un, mais lequel? J'aimais bien, parce que je voyais dans le couple, j'avais, comme quelqu'un qui a une structure de personnalité pas très stable, je voyais dans le couple une menace à l'autonomie. Bon. Je voyais ça comme une... bon. Maintenant, je dirais plus les mêmes choses du tout. Je dirais plus les mêmes choses. Et quelle était votre question? On va d'abord démarrer à la menace à l'autonomie. Pendant longtemps, vous avez vécu dans un couple qui n'en était pas un, ou en tout cas qui n'était pas dans une forme traditionnelle de couple. Oui, c'était un couple qui en était un, mais qui n'avait pas une forme traditionnelle. Qu'est-ce qui vous faisait peur dans la forme traditionnelle du couple, hein, avec que la femme remplace la mère. Que la femme remplace la mère? Ben oui, puisque je voulais rester certainement fidèle à la seule femme fondamentale de ma vie, qui était ma maman. Qui aujourd'hui est partie, hein, votre maman. Qui est partie, oui, en 2008. Alors, est-ce que d'ailleurs, c'est parce qu'elle est partie en 2008 hein, oh bah ça change beaucoup de choses, évidemment. Ça change l'idée qu'on peut faire un couple, finalement, un vrai, entre guillemets, enfin l'autre n'était pas faux, mais disons un plus traditionnel. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'avec l'âge, des choses se révèlent en vous-même. Oh, y a... Comment vous dire? Vous voulez me... je ne partage pas tout ce... Je comprends pas pourquoi je m'excitais comme ça, là. Je comprends pas pourquoi je m'excitais. La seule chose qui résiste, c'est la toute-puissance des femmes. Vous avez remarqué, le bonhomme, il est vaguement comme ça, et la femme lui dit « Hein, t'as pas aimé le Maroc, toi non plus ?» Et le pauvre bonhomme fait « Oh non, non, moi... » Mais ce que j'aime dans ce que j'ai dit, c'est l'idée que la femme est toute puissante, puisque c'est vraiment ce que je pense. Donc aujourd'hui, dans votre couple, hein, votre compagne est toute puissante. Nous, bah, c'est-à-dire que pour l'éternité, toute personne intelligente sait que c'est à la femme d'incarner ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'aptitude à la vie. Les hommes en sont privés. 40 ans d'analyse m'ont montré que les femmes étaient plus douées pour la vie que les hommes. Et cette femme, elle est capable de vous dire « Va chercher le pain, Fabrice, aujourd'hui ». Je pense pas qu'elle irait jusqu'à là. Je pense pas. Je pense pas que vous iriez tout seul chercher le pain sans qu'elle vous le dise. Non, moi je suis incroyablement réactionnaire. Je trouve ça pas sexy, les hommes qui se mêlent de tâches ménagères. Vous entendez, il y a un peu de public dans cette émission. Oui, bah parce qu'on est dans un politiquement correct. Non, moi je trouve que les femmes sont des patronnes et les hommes sont pas des employés, mais pas loin. C'était comme ça dans le couple de vos parents. On va raconter les marchands de légumes, évidemment, puisque vous avez été élevé dans le 18e, dans une famille, on peut dire quoi, modeste? Oh, une famille d'émigrés très modeste, mais pas pauvre, puisque ils étaient marchands de fruits et légumes et qu'à un moment, le commerce... Voilà ma maman.
Mais là, elle devait être dans une période dépressive, là, parce qu'elle n'était pas comme ça. Là, elle devait être pas bien, elle était malheureuse. C'est pas la maman que j'ai connue, ça. Et là, c'est moi, vous voyez, c'est là que je suis, c'est vraiment là que tout s'est passé pour moi. Parce que parce que c'était merveilleux de vivre au milieu des fruits, avec le commerce, les gens qui passaient. Et vous faisiez le show déjà, là? Je pense que très tôt, j'ai dû vouloir... attirer l'attention. Ouais. Là, vous vouliez attirer l'attention sur vous-même. Ça se voit. Oh là, je le trouve... Ah si. Vous trouvez que Ah bah ouais. Ah bon. Oh bah j'ai envie d'être dans le coup, non? Oui, c'est ça, ouais. Bah le pauvre, il est écrabouillé par les cajots, il y a un ananas qui manque de lui tomber sur la gueule. Faut bien qu'il se défende un peu, non? C'est incroyable la qualité des raisins, vous vous rendez compte? 2,80 francs le kilo. 2,80 francs, ça fait 4 fois 50 centimes, 5 fois 6, 18, 65 centimes d'euros. Vous vous rendez compte, le kilo de raisin noir, et qui devait être exceptionnel. C'était mieux avant, hein? Oui. Non, ça c'est un résumé journalistique rapide pour me montrer que je suis pas comme un homme de progrès. Je pense pas que c'était mieux avant. Je pense pas que c'était pire. Et votre père, il était comment? Il était... Mon père était absorbé par la quantité gigantesque de travail que représentait. Voilà, mon père est à gauche, ma mère est à côté, il y a ma grand-mère italienne qui ne savait pas parler le français, il y a mon frère Michel et il y a mon frère Alain. Et là, je devais avoir quoi? 2, 3, 4 ans? 4, 5 ans? Ouais. Et là, c'était à Villerue, parce que Villerue, c'est dans l'est de la France, et ça a été un lieu de grande immigration italienne, puisque mon père venait de gens qui étaient ouvriers aux usines d'Odalpich. On va raconter tout à l'heure comment vous avez... Conditions misérables. Ah oui, comment vous avez quitté cette condition misérable et comment, il me semble, ce qui est important pour vous, ça a été de passer de classe sociale en classe sociale. Ah oui. J'aime énormément l'idée qu'il y ait un progrès et qu'il y ait une dynamique dans la métamorphose de ton parcours. Votre père, il disait, Fabrice, la vie est une tartine de merde dont on croque un bout tous les jours. J'étais un peu accablé parce que je me disais quand même, il est encore plus négatif que Schopenhauer. Sauf qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas Schopenhauer. Non, je ne connaissais pas. Mais vous connaissiez même pas grand-chose d'ailleurs à l'époque. Ça me paraissait violent comme affirmation. Je pas d'une grande... La perspective n'était pas très gaie, hein, l'idée que la vie est une tartine de merde. Mais c'est pas totalement faux. Et vous avez tout fait pour que ça le soit faux? La tartine de merde? Non, que ça soit faux. Ça, je sais pas. Alors là, je suis incapable de vous dire. Ah, la grand-mère ressemble énormément au père, hein, non? Vous voyez comme elle lui ressemble, là? C'est incroyable. Et les deux frères? Les deux frères... Aujourd'hui, parce que vous, on va raconter tout à l'heure comment vous êtes extrait de ce milieu-là, et on va essayer de savoir d'ailleurs ce que vous avez laissé dans ce milieu-là, parce qu'on y laisse forcément quelque chose. Mais les deux frères, ils ont pris l'ascenseur social avec vous, ou alors ils sont restés... Ils ont été très intelligents, et ils ont fait un parcours assez ludique pour avoir quelques trucs à faire avec la société, mais... J'ai rien compris. Ça veut dire en gros qu'ils sont plutôt des marginaux harmonisés. C'est-à-dire, c'est des marginaux. Ils sont très insérés, mais ils ont une grande fantaisie qui les entraîne à avoir une vie qui n'est pas une vie de retraité classique. Mais qu'est-ce que vous appelez marginaux? Eh bien, vous avez vécu... Par exemple, mon frère Michel a été un grand voyageur. Il a eu une vie qui n'est pas une vie conventionnelle. Et mon frère Alain a eu une manière de vivre qui est aussi pas très conventionnelle. Là, c'était les premières Italiennes. Elles me rendaient dingue, mais alors on sentait que les deux grands
ont plus d'allant sur l'élément féminin. Moi, Elle vous rendait déjà dingue à cet âge-là. Ça tombe bien, je voulais vous parler de sexe, puisqu'on parlait de couple. Le couple, ça va souvent avec le sexe. D'ailleurs, pas pour vous, j'ai pris une phrase, vous disiez, c'est une aberration de penser qu'un couple, c'est du sexe. Tant qu'il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de sexe. Oui. S'il y a de la vraie compréhension, il y a donc une certaine affection, une reconnaissance, et forcément moins de sexe. Bah ça, dis donc, c'est pas trop con. J'ai pas dit que des conneries, j'en ai dit énormément, mais là, c'est pas trop con. Je pense que c'est un symptôme de l'époque et de la modernité de donner au sexe une valeur absolument fondatrice. Il y a des milliers de choses qui enracinent et qui lient les êtres les uns avec les autres, qui sont pas liés à la libido. La libido, c'est une illusion merveilleuse pour que l'espèce se continue. Mais c'est vrai que moins on se comprend, plus on se saute dessus. Et on espère par là, parce qu'il y a quelque chose d'organique, d'animal. Et puis si on commence à sublimer un peu ces matériaux de libido et qu'on commence à reconnaître l'autre, non pas comme un objet sexuel, mais comme un être, la libido prend des proportions moins grandes. Donc si je vous suis, puisque tout à l'heure vous disiez que vous avez fini par reconnaître l'autre, la libido, elle prend des proportions moins grandes pour vous aujourd'hui. Oui, ben... Soyez pas désespérés. Non, je suis pas désespéré. Non. Il n'y a pas de... Toujours eu peur de la libido, moi. Ça m'a toujours paniqué. Ça vous a surtout toujours obsédé, non ? Ah, j'ai été un très, très, très grand tracassé du périnée. Pour moi, l'éternel féminin, ça a été une source d'obsession. Vous savez, je l'ai dit chez Mireille Dumas, j'ai énormément pratiqué la prostitution. Enfin, en tant que client. Oui, parce que ça, j'aurais pas eu beaucoup de clientèle si c'est moi qui tapinais. À part quelques névrosés, je pense pas que les mecs... Mais donc j'ai énormément... pour moi, le continent noir dont parle Freud, c'est-à-dire le sexe féminin, était mais infini de perspectives. Mais je trouvais ça fascinant. Les dessous féminins, les cheveux féminins, le corps des femmes. J'essaye de vous communiquer un petit enthousiasme qui a un écho moyen chez vous. Non, je peux comprendre. Non, je peux même comprendre jusqu'à là, vous voyez. Jusqu'à là, bien sûr. Ouais. Parce que c'était fascinant pour moi. Après, j'ai dit les pauvres, elles aussi, elles vivent comme nous, elles sont pas surpuissantes. Mais j'ai été très intéressé par la dimension... Quand vous dites très intéressé, et là, je voudrais réellement essayer de comprendre, c'était même une obsession. Ah, j'étais, d'accord. D'abord, j'étais un peu un petit dragueur. Enfin, bon, j'ai eu quelques petites réponses positives, même pas mal. Enfin, bon, je sais pas. Mais j'alternais les conversations dans les cafés, la pratique sexuelle, je tombais sur quelques... Vous savez, une fois, il y a une dame qui m'a écrit une lettre au théâtre, il n'y a pas très longtemps, et c'était au Théâtre Antoine, je crois, et elle m'a dit... elle m'a fait des compliments, certainement, sur Céline ou La Fontaine, je ne sais pas, et elle a terminé en disant « PS ». J'aime la bite. Et j'en suis parvenu. J'ai pas donné suite. Mais il y a quelques années, j'aurais donné suite. Parce que la semaine d'après, une autre femme m'a écrit en écrivant cette chose étonnante. Je suis femme Fontaine. Venez vous rafraîchir à ma source. C'est étonnant. Il y a des gens, il y a des hommes qui aiment... C'est étonnant et vrai ? Ah, c'est sur la tête de ce que j'ai de plus cher au monde. Pourquoi je vous baratinerais ? J'ai 63 ans, bientôt 64. Marco, pourquoi je vous raconterais des bobards ? C'est incroyable l'effet au théâtre. Sur la tête de ce que j'ai de plus cher. C'est quoi ce que vous avez de plus cher ? Je pense à ma fille. Ah ouais. À Emma, oui. Pour vous dire, en gros, que pourquoi je vous baratinerais ? Non, mais vous pensez à votre fille. C'est ce que vous avez aujourd'hui de plus cher.
Disons que c'est un miracle, une fille. Surtout celle-là. Qui vous a fait tourner? Qui m'a fait tourner au mois de septembre. Regardez cette... Là, elle était une petite mignonne, là. Maintenant, c'est une femme de 35 ans. Là, elle devait avoir, je sais pas, 18 ans. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh là là. On va pas se laisser aller dans des... On va pas se mettre à faire de l'émotion, quand même, si? Si. Ah bon, d'accord. Marco. Ah non, je suis de ce côté-là, je suis pas... Oui, non, mais ils sont là, on va quand même pas être mal élevé, il y a quand même du public. Même si je les oublie, là, vous avez réussi dans votre manière de mettre en scène que je ne joue pas du tout pour eux. Vous me reparlez d'Emma? Emma Lucchini, eh ben, je pense qu'une image vaut tous les dessins. Emma Lucchini, je suis pas... C'est pas tellement heureux d'avoir un père comme moi. Mais enfin bon, elle a l'air de me prendre tel que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai pas été un bon père. Parce que, comme disait Claude Berry, il avait pas tort. Quand on a été un très bon fils, c'est difficile d'être un bon père. Là, elle devait vraiment venir de naître. Elle avait, je sais pas, là c'est... Ouais... J'en reviens pas. Et elle le pense, que vous n'aviez pas forcément toujours été un bon père? Oh, bah, à mon avis, elle le vit. Ça s'est amélioré à 18 ans. On a réussi à avoir une relation assez harmonieuse et assez passionnante. Mais j'ai pas été bon, ça, c'est incontestable. Par contre, j'ai été, je crois, j'ai été, j'allais presque vous dire, je suis un bon fils. Je pense que j'ai été un bon fils. Je pense que ma grande histoire, c'est ma mère. C'est assez banal, vous savez. Et donc vous avez tout fait pour l'épater derrière? J'ai voulu épater ma mère? Ah ouais. Non. S'il y a une chose c'est ça qui est merveilleux dans la relation avec une maman et avec une mère, c'est que c'est la seule personne qu'on n'a pas à épater, si vous voulez mon avis. Elle vous aime quoi qu'il arrive. C'est pour ça que c'est infini comme amour. Il n'y a rien à vendre. Avec le père... C'est plus compliqué, mais alors, allez, je pensais pas qu'on serait si sérieux. Moi non plus, mais en même temps, je vous suis, donc... c'est vous qui m'entraînez là-dedans, parce que moi, je importe. pourrais... Enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Bon, ça vous intéresse. À mon avis, en audience, ça va être la tasse. Une catastrophe, mais bon. Tant mieux. On se sera intéressés. On se sera intéressés mutuellement. C'est déjà ça. Mais c'est vrai que... Votre père. Ne sous-estimons pas non plus le goût du public. Mon père... J'ai découvert dans cette pratique de l'analyse que j'ai certainement voulu être acteur par rapport à lui. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas étranger. Et pourquoi? Oh là là, c'est compliqué. Je vais essayer d'être rapide. Pourquoi j'ai voulu être acteur? Enfin, par rapport à lui, quoi. C'est pas net là. Vous savez, tout n'est pas... Je suis pas une machine qui peut répondre constamment là. C'est pas net. Ça m'a paru net quand je l'ai découvert en analyse, mais ça ne l'est plus. Bah, c'est pas grave. Peut-être ça reviendra tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de couple. Oui. On parlait de sexe. Oui. Ça mène un peu au physique. Ah, j'allais dire, ça, on va parler d'argent. Ah bah ouais, après. Non, alors le physique. Non, le physique. Vous trouvez beau, vous, Fabrice? J'ai fait des progrès. Tu sais, dans mon spectacle là que je joue, je vais pas en parler parce qu'on n'est pas là pour. Mais je parle un peu de ma découverte et de ce que j'appelle la poésie dans la littérature et dans la poésie dite poésie, mais surtout. Il y a un agent qui a été très important dans ma vie. C'est un agent qui ne m'a pas pris. C'était l'agent des vedettes de l'époque, qui s'appelait Serge Rousseau. Et tous les soirs, au Maturin, je lui rends hommage parce qu'il m'a donné une adresse qui était très importante. J'avais 18 ans. Il m'a donné une adresse d'un grand professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet. Et il m'a dit, je te dis la vérité, je ne te prendrai pas et jamais parce que tu as un physique qui frise l'ingratitude. Ça, il l'a pas dit à ce point-là, mais il a dit surtout, tu n'es pas sexué, tu comprends? Et je pense que tu réussiras jamais parce que tu n'es pas sexué.
on ne sait pas si t'es homo, si t'es masculin, féminin. Bon, j'étais un peu accablé. Pour un type qui était très sexué et très hétéro en plus, hein, à ce moment-là. Ouais, j'étais hétéro, mais je plaisais énormément aux homos. Ouais, d'accord, mais vous étiez hétéro. Ouais, moi j'étais... Enfin, vous êtes plutôt. J'étais hétéro, je suis resté hétéro. C'est un peu pathétique, un peu conventionnel. J'aurais aimé vous parler de sodomie profonde. J'aurais adoré. Pour élargir un petit peu, à un niveau un peu triste. Vous voyez, vous en faites votre show, Fabrice. Ah ben, j'en fais 3 secondes. Hein. Ouais. Bah, remarque, pour l'audience, ça doit pas être mal si vous faites votre show. J'ai pensé que sodomie était pas mauvais à un moment donné. Moi, je pense au directeur de FR3. C'est des gens qui vivent des incertitudes. Je suis tout le cœur avec eux. Donc, Rousseau m'a dit, tu n'es pas sexué, tu ne réussiras jamais. Bon, bah, ça m'a pas aidé. C'est un peu comme la phrase de mon papa. La vie, c'est une tartine de merde. Qu'est-ce que tu veux? Ça t'aide pas, des trucs comme ça. Donc, tout ce qui est arrivé a été un peu miraculeux. Parce que maintenant, si vous me posez la question, je ne pense pas que je suis un beau garçon, je ne pense pas que je suis un mec beau, mais je pense que les femmes jouissent d'abord par l'oreille, et donc, je pense que je suis pas trop mal. Il y a un moment où vous vous êtes trouvé beau, c'est en 78, on a retrouvé une archive. Oh, c'était à la sortie de Perceval le Gallois, l'un de vos premiers films importants. Oui. Ariel Dombal, un film de Romer. Pierre-André Boutan, qui fait un film avec Éric Romer. Et à ce moment-là, vous commencez à vous trouver pas mal, Fabrice. Ouais, mais alors là, j'étais en pleine hystérie. Vous voyez, ça a changé. On va en parler de l'hystérie aussi, parce que vous mettez plein de choses au passé, comme si elles étaient réglées. Je sais pas si elles sont réglées. En tout cas, je ne me vois pas dans la même motricité psychiatrique que quand j'avais 23 ans à pérorer que j'étais beau. Là, il y avait quelque chose de très douloureux, quoi. C'est pitoyable, quoi. Il y a un côté, je veux me faire remarquer. Alors, comme Éric Romer m'aimait bien, Vous voulez le mettre? Non? Bah si. Alors on y va. J'étais persuadé que j'étais laid. Et ça, c'est une chose qui m'a complètement amoindri, oppressé dans mon existence. Et on m'a donné le rôle d'un chevalier qui était beau. Et alors je me suis regardé dans la glace, je me suis laissé pousser les cheveux, et je me suis dit, peut-être, c'est possible. Fabrice Lucchini, c'est possible et beau. C'était une petite intervention. On dirait une folle, hein. T'as vu? C'était une petite intervention. C'est con, mais bon, c'est touchant. Enfin, c'est pas touchant. Moi, je suis pas si mal, là, dans un genre. Asexué, quand même, un peu. Oui, bah là, on dirait... Oui, un côté rimbaldéen, dis donc. J'avais des cheveux, hein. Et Ariel... derrière moi. Un petit côté Tange, en fait. Oui, j'avais un petit côté ange. Mais ça vous a réellement compliqué la tâche pour trouver des rôles, ce côté asexué? Ce qui m'a compliqué la tâche, c'est que j'étais lié à Romer. Et donc, il y a toujours un procès contre le raffinement et contre l'intellectualité. Non, mais sur le physique lui-même, hein, pas j'étais associé à Romer, donc les metteurs en scène ne voulaient pas me voir. Vous savez... Vous voyez, il s'est trompé, Serge Rousseau, parce que j'ai quand même eu des rôles au cinéma. Enfin, vraiment, j'ai pas été entravé par sa prophétie. Ouais, sauf qu'au cinéma, j'ai pas le souvenir, je connais quand même pas mal de choses de vous, de scènes torrides dans un lit avec une actrice, ou un acteur d'ailleurs. Fabrice? Vous voulez dire que... vous n'êtes pas l'incarnation du sexe? Oui, non, ça c'est clair que les metteurs en scène, ils me donnent plutôt des rôles de quelqu'un qui fantasme, ou qui pense, ou qui est des fois drôle, ou des fois... je sais pas, effectivement. Oui. Non, j'ai pas de rôle. Je suis pas mécontent, parce que c'est pas... Tu sais, les scènes sexuelles au cinéma, c'est d'un ennui terrible. Moins drôle que dans la vie, quoi. Moins drôle que dans la vie. Tout à l'heure, vous faisiez la transition entre sexe et argent. Oui. Je comprends que vous la fassiez parce qu'on a appelé Emmanuel Carrère, votre ami, l'auteur. Il dit une phrase. Fabrice Lucchini attaque toujours sur 2 sujets, l'argent et le sexe. C'est fascinant. Bien souvent, il arrivera à savoir combien vous gagnez, ou ce que vous faites de votre argent, et comment vous baisez. C'est marrant. C'est d'une indiscrétion incroyable d'être comme ça. C'est incroyable ce qu'on est renseigné par les informations que les autres vous
Mais enfin, c'est aussi peut-être Emmanuel se masse, parce que je pense qu'il aurait d'autres choses à raconter. Non, il a dit plein d'autres choses. Il a dit c'est un génie, etc. Il faut le dire, dis donc, il faut encourager. Non, mais j'allais le dire. C'est adorable, en tout cas. Il dit aussi ça. L'argent, ça m'intéresse énormément parce que, d'abord, moi, je suis né dans un milieu où on aimait l'argent, mais on n'aimait pas l'argent, ils n'en avaient pas, mais où on comptait tous les soirs l'argent. L'argent, la caisse, était un moment solennel. Il n'y avait pas de rapport intello du style « Moi, j'ai un mauvais rapport avec l'argent. Non, moi, je déteste l'argent. Ah, moi, l'argent, les gens qui aiment l'argent. Non, moi, mon père, tous les soirs, les pièces jaunes, les pièces blanches, les bifetons, les 5, les 10, les 20, les 50. Et on comptait, il comptait, ça durait 1 heure. Et je te jure que tu n'avais pas intérêt à déconner dans ce moment-là. Mais ce qui est incroyable, Fabrice, si vous voulez bien, je vous arrête là, c'est que vous, des années après, alors que vous n'avez pas besoin de compter, vous comptez pareil au théâtre. Pour en parler, on a décidé de demander à quelqu'un d'être là avec nous. Il est dans une pièce à côté, de prendre un peu de recul sur le personnage Fabrice Lucchini qu'il connaît bien. C'est Jean-Marc Dumontet. Bonsoir Jean-Marc. Bonjour Marco. Bonjour Monsieur Lucchini. Bonjour Monsieur Dumontet. Monsieur Dumontet est producteur d'artistes. Il dirige aussi de nombreux théâtres, et notamment le Théâtre Antoine, où vous avez joué plusieurs fois, des pièces qu'il a même coproduit. Jean-Marc Dumontet, le rapport de Fabrice Lucchini avec l'argent, quand il raconte son père qui comptait, c'est presque ça. Il comptait aussi les recettes chaque soir, alors que la salle était pleine à craquer. Alors, il ne comptait pas les recettes, mais tous les soirs, avant de monter sur scène, il nous demandait toujours la recette. Et c'est un élément, je pense, qui le rassure. Et puis, comme il le disait à l'instant, je crois que l'argent n'est pas tabou chez lui. Or, on est dans un pays où l'argent est très tabou. Lui, il est assez provocateur. Et ça l'amuse volontairement d'aller parler d'argent à un moment donné où ce sujet ne doit pas être sur la table. Mais Donc, je crois qu'il y a de l'amusement. Je crois qu'il y a de l'amusement chez lui. Et puis, il y a effectivement une façon de se jauger aussi, de savoir dans la grande compétition où il se situe. Est-ce qu'il est dur en affaires? Est-ce qu'il est dur en affaires? Est-ce que, quand on a Fabrice Lucchini dans son théâtre, il faut donner beaucoup d'argent C'est normal, c'est normal. Fabrice Lucchini... C'est pas ma question, Jean-Marc. Est-ce qu'il est dur en affaires? Non, si, c'est votre question. Si c'est se demander si Fabrice Lucchini gagne beaucoup d'argent et a des exigences fortes, évidemment. Mais c'est normal. Parce que Zlatan, il se fait payer très cher. Donc Lucchini, il se fait payer très cher. Et tout ça est parfaitement logique. Mais il ne le fait pas avec arrogance. Il a une position, il a un prix, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il attend. Il déteste se brader, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invitation avec Lucchini. C'est vraiment un tabou absolu chez lui. Vous savez, notre première rencontre avec lui, elle a été avortée parce que je voulais aller avec mon associé qui est Laurent Ruquier le voir, et il a dit à Ruquier « Une invitation pour vous, Ruquier, et puis l'autre, il paiera ». Et donc, je n'y suis pas allé la première fois voir Lucchini. Et il déteste ça, les invitations. Et en le pratiquant, on a eu la chance de l'accueillir au Théâtre Antoine 2 ans. Je me rends compte à quel point c'est intelligent et malin, parce que Lucchini, c'est quelque chose de rare, et il sait entretenir cette rareté, c'est-à-dire qu'on paye pour aller voir Lucchini, qui qu'on soit, PDG, ministre, journaliste, directeur de théâtre, on paye pour aller le voir. Ça vous inspire quoi, ce que dit Jean-Marc Dumontet? Moi, évidemment, je vais prendre ça par le petit bout de la lorgnette, mais il y a un petit côté aussi près de ses sous. C'est pas comme ça que je reçois ce qu'a dit Jean-Marc. Moi, je le reçois pas complètement comme ça, mais je reçois aussi ça. Mais allez-y. Mais d'abord, je remercie Monsieur Dumontet de dire ça. C'est un véritable... C'est un homme qui sait où il est, qui ne se trompe pas. Donc moi, je lui renvoie un compliment. C'est un grand plaisir de travailler avec lui parce qu'il est concret, il n'est pas dans l'affect. C'est pas un patron de gauche, en un mot. Donc, croyez-moi, chers amis ou chers Français, ayez des patrons de droite, comme ça, vous serez jamais déçus. On va y revenir tout à l'heure. Mais allez-y. La deuxième chose, je suis plus du tout près de mes sous. Je m'en fous complètement. Je suis comme un bon gynéco qui aurait assez bien réussi. Voilà, je suis de ce niveau-là. La petite maison à l'île de Ré. Un peu plus que ça. Je crois pas. Je te donne ma parole d'honneur. On va en parler si tu veux. Si, parce que, comme me dit Dumontet, en France, on est obsédé à cacher. On n'a rien à cacher. Tout est exposé, tout appartient à l'État. C'est une chose folle de réaliser qu'en réalité, nous, on tapine le soir. On tapine. Et sur les 10 000, il y en a 7 500 qui partent. Donc, pour réconcilier d'ailleurs
tout le pays. Faudrait pas dire ce qu'ils gagnent, les gens qui gagnent bien leur vie. C'est dire ce qu'ils donnent, et ce qui est banal et normal. Et donc, vous verriez, c'est mon père qui me disait toujours, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, dans Le Point, ils avaient mis une vingtaine de visages qui gagnaient pas mal d'argent. Et je vois mon père déprimé. Et il me dit, c'est pas bon ça, que tu sois dans ces 30 personnes, acteurs. Et il me dit, tu sais ce qui serait mieux ? Robert, il m'appelait. Tu sais ce qui serait mieux, Robert ? C'est qu'on dise combien vous payez et non pas combien vous gagnez. Comme ça, les gens vous détesteraient pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est... Alors moi, je suis pas là en train de me plaindre. C'est les hommes de gauche, comme Ruquier par exemple, trouvent qu'être de gauche, c'est d'être heureux de payer des impôts. Alors moi, j'arrive pas à cet état d'extase, à l'idée de sortir un paxon tous les ans. Mais je trouve que, et c'est le conseil que je dirais modestement à François Hollande et au Premier ministre, soyez plus intelligents, faites bosser les névrosés qui gagnent du pognon, vous aurez beaucoup de recettes. Si vous entravez le plaisir qu'ont des névrosés comme Dumontet ou comme moi à gagner leur vie, eh ben en les entravant, ils essayeront de moins gagner. C'est vous qui en aurez moins. Soyez malins, utilisez la névrose des gens comme Dumontet, qui veut être le premier producteur, ou la névrose de Fabrice, qui gagne assez bien sa vie. Utilisez cette névrose. C'est marrant que vous dites ça. Vous dites pas comme Fabrice qui veut être le premier de quelque chose. Parce non, que parce que moi je peux pas. Fabrice. Non, être le premier, c'est un fantasme qu'on a quand. Alors non, le premier, c'est de la folie parce que on n'est jamais le premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Monsieur Dumontet, Jean-Marc a la gentillesse de dire qu'on a beaucoup loué de salles pendant 2 ans sur des fois des spectacles comme c'était complet à 1 mois et demi d'avance, que ça soit pour des choses légères comme 1 heure de tranquillité qui était un petit fait d'eau gentil, agréable et très bien écrit par Zeller, ou alors des choses très pointues comme Philippe Muret ou Céline, ou là le prochain spectacle que je finirai peut-être d'ailleurs chez lui là. Mais vous savez, quand les Stones en 10 minutes vendent 676 000 places à la Fnac en 11 secondes 12, quelle est la personne qui pourra... Tu comprends, être le premier, ça veut rien dire. Ouais, moi, ma question, Fabrice, c'était cet argent, est-ce que vous le dépensez, en fait ? C'est plus simple. Alors, l'argent, qu'est-ce que j'en fais ? Eh ben, je le dépense, et puis... Mais en quoi ? Eh ben, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais au restaurant. Vous dites, je vais au restaurant, vous pouvez l'acheter, le restaurant, donc... Oui, je voulais racheter on a manqué d'acheter un restaurant avec Pierre Gagnère. On a l'impression que je suis un mec qui pèse énorme. On va se calmer, Marco, hein. Attention, je vous le répète, un gynéco bien accompli, pas mieux. Moi, j'habite à Montmartre, dans un immeuble où le cardiologue en dessous, c'est plus grand, le psychiatre à côté, c'est plus grand. Alors, ne me dites pas non plus que vous avez affaire à Vincent Bolloré, que j'adore et que je salue au passage. Moi, j'aime énormément la puissance des gens riches. Ouais, ça m'émeut. Ouais, dans votre tête, vous êtes encore le gamin de 14 ans qui arrive dans un salon de coiffure. Tout à fait. C'est ça. Moi, j'ai un grand sens de la promotion sociale. C'est-à-dire que j'ai bénéficié d'une époque où il y avait un ascenseur social. Pour élargir un peu le propos, si le drame de la France, c'est que l'ascenseur social ne fonctionne plus, il est évident que nous étions dans les années 70 dans une époque où il y avait la possibilité qu'un petit coiffeur qui était né à Barbès puisse se retrouver avenue Matignon grâce au génie de sa maman. Maintenant, je suis pas sûr que je ne suis même pas sûr qu'il y a des grands coiffeurs comme à l'époque où il y avait 90 personnes, on était tous habillés en anges, et je ne suis pas sûr que nous sommes dans une période si riche et si favorable à l'ascenseur social. L'argent. On va remercier Jean-Marc Dumontet. Merci beaucoup de Merci infiniment, Jean-Marc. Jean-Marc Dumontet. On s'appelle fin de journée pour essayer de dealer, de concrétiser encore un nouveau projet. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous. Merci beaucoup. L'argent, c'est aussi pour vous une sorte d'indicateur de ce qu'on vaut, en fait, d'une certaine manière. Je voudrais qu'on regarde un extrait au-delà de la qualité, de la drôlerie de l'extrait, parce que moi je ne l'avais jamais vu en préparant cette émission, il m'a vraiment fait marrer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais l'extrait, il parle de ça, de l'argent, puisque c'est un court-métrage où vous jouez nu, mais pour lequel vous avez voulu absolument être payé, alors que personne n'était payé, que vous étiez dans le creux. Bah voilà. C'est un court-métrage de Jacques Robiol. On regarde le court-métrage, il est drôle, et on en parle après.
Comment t'étais sound? Ah! ICS! Oh, Brigantia! Brigantia! Ah! Brigantia! Sauf! Oui. Bon, je vais vous la faire rapide. S'il vous plaît. C'était un metteur en scène incroyable, un ami de François Truffaut, qui s'appelait Jacques Robiol. Et il m'a convoqué et j'ai vu qu'il y avait une centaine de jeunes femmes qui travaillaient pour lui gratuitement. Je me suis dit, on peut pas dire non à un mec qui est capable de faire travailler 100 personnes gratuit. Bon, le seul problème, c'est que quand il m'a demandé de jouer tout nu, ce chevalier bizarre, il m'a dit, j'ai pas d'argent. Je dis, ben non, ça c'est pas possible. Alors il m'a dit, bon, au bout de 15 jours, il m'a dit, je peux te donner 50 francs le matin et 50 francs le soir, donc 100 francs, genre 150, je sais plus, enfin très peu d'argent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, j'ai donc été payé 300 francs de l'époque pour jouer ça. Et un jour, ce gars s'est mis en colère. Et c'est de là que tout est parti. Il s'est mis en colère, il a insulté tous les comédiens qui, depuis 10 jours, dormaient dans la forêt de Fontainebleau sous des matelas, gratuitement, et bouffait des vieilles chips. Il les a insultés et il s'est tourné vers moi et il leur a dit, le seul que je respecte, c'est lui. Et là, je me suis dit, mon intuition est bonne, ne jamais travailler gratuitement. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.